Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 7, les vacances à Carthage. Le ballon s'écrasa sur le sable punique, laissant derrière lui un petit nuage de grains dorés. Audrey et Adélaïde explosèrent de joie pour fêter ce point chèrement acquis. De l'autre côté du filet, Agathe et Aliénor faisaient grise mine. Rosé Pamplemousse annonça le changement de côté en ajustant ses lunettes de soleil. Les Valkyries d'Aurore obéirent docilement, récupérant serviettes et gourdes au passage. La partie était serrée en ce milieu de deuxième set, mais la nouvelle duchesse de Pampelune n'en avait cure. Cela faisait déjà plus d'une heure qu'elle faisait semblant de dormir à poings fermés, allongée sur un transat à l'ombre d'un grand parasol. Une section entière de cette charmante plage carthaginoise avait été privatisée pour la paranthrope. Rien d'étonnant pour l'une des nouvelles paires de Francie, après tout. Oh, j'ai chaud. Je sens sa transpiration couler à des endroits que je décrirai pas. Je me fais chier aussi. Parce que là, elle fait genre elle pionce, mais... c'est long. Et puis entre les petits culs inutiles de ces Valkyries chéries qui se trémoussent, Rosé machin chose et l'autre là... Je suis servie niveau conversation inspirante, hein. Étienne non plus n'était pas vraiment impliqué dans le match. Depuis qu'il avait appris que les Valkyries faisaient semblant d'être mauvaises et maladroites pour faire plaisir à leur maîtresse, il s'était promptement désintéressé de leurs performances sportives. Il n'était pas non plus très impliqué dans le fait de profiter du soleil ou de se baigner. À vrai dire, depuis son diagnostic, il n'était plus impliqué dans grand-chose. Tout lui semblait soit trop fade, soit trop vain. Au quotidien, le Francien s'occupait l'esprit en le maintenant en activité. Mais ici, sur cette plage, son esprit ruminait, cogitait, repensait à son cancer lui rongeant les entrailles. Maigre bougie de son existence qui s'amenuisait peu à peu. Étienne n'avait d'ailleurs pas été particulièrement emballé à l'idée de partir en Ifri, ayant accueilli la nouvelle d'un haussement d'épaule désabusé. Même la présence d'Aurore n'y avait rien changé. Depuis le Gévaudan et Pampelune, il ne s'était pas vraiment parlé plus que cela. Le vétéran avait le sentiment de lui avoir tout dit dans cette forêt, et elle n'était pas revenue vers lui. Il commençait à penser que cela serait mieux qu'ils s'effacent petit à petit, qu'ils limitent leurs interactions pour que son départ soit moins pénible pour sa collègue. Il soupira, assis mollement sur une serviette bleu-blanc-rouge, drapé dans un short de bain tout à fait commun. Ses yeux étaient rivés sur l'épais livre noir posé sur ses genoux. C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté, ou, si l'on préfère, l'angoisse est le mode d'être de la liberté comme conscience d'être. C'est dans l'angoisse que la liberté est dans son... allez, c'est bon, on peut faire une pause là, parce qu'il me plombe le moral ton Jean-Paul Sartre. C'est vrai qu'il est un peu déprimant, Reconnut Socrate, tranquillement posé à côté. mais c'est intéressant. Ouais, bah plus tard, hein. J'en ai ma soupe de l'angoisse et du sens de la vie ou je sais pas quoi. Fit le Francien en éloignant ostensiblement le livre de lui, le chassant de son champ de vision et de ses pensées. En ce moment, je me sens... Bref, tu te souviens de celui qu'on a lu qui disait que les hommes devraient travailler ou se distraire pour ne pas penser à la mort ou à la tristesse de l'univers, là un truc comme ça. Descartes, oui. Eh bien quoi? Voilà. Eh ben mon vieux, aujourd'hui je suis Descartes. Annonça le vétéran avec une emphase toute lasse. Faut que je trouve quelque chose à faire, sans ça je vais devenir fou. Eh bien, tu pourrais te poser des questions sur le monde et son fonctionnement. De quoi aboutir à des réflexions poussées et développées qui te feraient évoluer vers une vision de plus en plus proche de la perfection. Ou te livrer à des activités épanouissantes et enrichissantes pour l'esprit et le corps. Je crois que je vais plutôt boire un coup. Après tout, quoi de mieux que du pinard pour oublier la tristesse de l'univers, ou quoi que ce soit que Descartes craignait. Tu sais, je pense qu'il ne trouvait pas que ce soit une bonne chose que les hommes aient besoin de s'occuper de l'esprit pour éviter de penser à la mort. J'ai l'impression au contraire qu'il voulait que les hommes ne voient plus en leur destin une fatalité, afin de ne plus se noyer l'esprit dans l'alcool ou les vices.
Eh oh oh oh, moi j'aime bien quand la vie est simple, ok? Je fais ce qu'on me dit, ça s'arrête là. fit Socrate avec une claire désapprobation. Et où comptes-tu trouver de l'alcool ici? Aurore a bien dû en embarquer dans ses bagages, elle doit bien en avoir une réserve à portée de main. Évidemment que j'ai une réserve à portée de main. D'une main, la paranthrope, toujours les yeux fermés, farfouilla dans une glacière au pied de son transat et lui tendit une bière givrée. Elle bâilla, s'étira, remit légèrement son maillot en place et décapsula une bouteille à son tour, la faisant teinter contre celle d'Étienne. Bon, ça y est, je me fais chier. On bouge? Étienne récupéra la bière d'un sourcil arqué avant de descendre une gorgée d'un air absent, suivi par un grognement satisfait. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Fit-il en secouant la tête avec un léger regain d'enthousiasme. Et où on va comme ça? Eh bah, on peut faire un tour au souk, ou se balader dans le désert à la recherche d'une tombe ancienne, réveiller une momie, trouver un trésor ancien. Elle fit jaillir ses canines aiguisées de la gangue de ses gencives. On peut aussi passer voir mes copines aux dents longues qui ont pris le contrôle de l'État carthaginois pour y imposer subtilement une utopie sexy et syndicaliste. Le vétéran eut un bref renvoi avant de secouer la tête. Ah, alors c'est pour ça qu'on est là. Tu me diras, je préfère ça à une séance de shopping avec toi. On toque à la porte du Sénat local et on demande un entretien. Bonjour camarade, excusez-moi, le rouge c'est pour la révolution ou pour le déjeuner? On est là en vacances, Étienne. Pour de vrai. C'est juste un extra. Elle esquissa un sourire torve. Tu peux rester ici si tu veux. Le vétéran se retourna brièvement vers la plage et sur la silhouette horrible de l'être et le néant dépassant de son sac qui le regardait en coin. Il frissonna un bref instant avant de revenir vers Aurore. Non, ça ira, je me faisais chier en plus de toute façon, mais j'ai pas suivi. On doit faire quoi du coup? Les chasser à coups d'ail et de pieux ou prendre le thé avec? Les deux, mon capitaine. Enfin, je dis ça. Du moment qu'il y a du sang, du sexe et des flingues, ça devrait suffire à garder le spectateur éveillé. Well, difficile à dire. On peut déjà, grâce à mes entrées dans ce petit cercle de chippies, faire le point. Et on avise ensuite. Loin de moi l'idée de foutre un peu le chaos à Carthage, hein. Je suis pas Caton l'Ancien non plus. Mais on commence à reconnaître d'instinct les nuisibles, toi et moi, tu trouves pas? Étienne fronça doucement les sourcils, le souci d'une mission à mener à bien effaçant peu à peu son apathie. Une petite minute là, si vraiment on doit dessouder des vampires carthaginois hissés au gouvernement, on peut pas juste s'inviter chez eux, couper la tête de leur chef et repartir tranquillement bronzer sur la plage comme si de rien n'était? Il nous faut au moins un plan au cas où les choses déraillent. On parle de la possibilité de fumer les personnes les plus influentes d'un pays. Tu parles d'un extra? Et deuxième chose, c'est quoi la ligne rouge qui transformera une visite amicale en bataille rangée? Il faut quoi? Qu'on découvre qu'elles font un trafic d'êtres humains, un rituel pour détruire le monde, une recette de pizza aux endives? Tu te rends bien compte que ça va causer un sacré bordel. Faut qu'on se mette d'accord sur ce qui est vraiment inacceptable et nécessite une intervention immédiate. Et bah le reste du coup. Et même en admettant qu'elles font un rituel pour détruire le monde, je ne sais pas si elles vont vraiment te le dire entre deux petits gâteaux sucrés. Comment tu comptes découvrir ce qu'elles font vraiment? Le vétéran avisa ensuite sa collègue, pris d'un brusque doute. Et attends un peu, c'est officiel tout ça au moins? On a vraiment pour consigne d'éventuellement dessouder les dirigeants de Carthage? Parce que de tous les assassins du monde possible et imaginable, tu vas me dire que notre hiérarchie a choisi la plus compromettante et la moins humaine à leur disposition? J'achète qu'ils t'emploient pour les bizarreries anormales, qu'ils te font lâcher des monstres géants sur d'autres monstres géants, qu'ils te filent des titres à rallonge, mais ça? Un assassinat politique d'un gouvernement allié? Bon, il est passé à gauche récemment, d'accord, mais allié quand même? Ça j'achète pas. Va falloir une confirmation écrite de cet ordre de mission si tu veux que je te laisse faire. Mais c'est qui devient malin, le petit. Dommage qu'il ait le charme d'un char d'assaut sans tourelle. Alors, Aurore, ma douce, tu vas lui mentir comment cette fois? Aurore fronça les sourcils et leva un doigt docte avant de le rabaisser. N'allez point vous mettre en danger pour cela ou y accorder une trop grande importance, mais si vous pouviez profiter de votre séjour pour glaner quelques informations sur le sujet, ma foi, cela ne peut pas faire de mal. Voilà les mots exacts de notre glorieux empereur. Ok, le reste, j'ai un peu interprété. Ah oui, une légère surinterprétation. On est passé de renseignez-vous si possible à on va possiblement devoir dessouder le gouvernement. Mais bien sûr, on progresse. Continuons puisqu'on est bien lancé. Pourquoi ce brusque besoin de faire avaler leur bulletin de naissance à tes semblables? Tu as un fétiche pour détruire les gouvernements ou laisse-moi deviner? Elles t'ont fait une crasse par le passé, c'est ça? Et depuis tu leur voues une rancune irrépressible et tenace. Et tu t'es dit que ce serait un bon moment pour régler tes comptes. Aurore pinça les lèvres. Eh ben, maintenant que tu le dis,
Ah, je me débrouille bien, hein, je commence à comprendre la technique à force. Il suffit juste d'assumer que tu mens tout le temps et que tu n'offres que des semi-vérités. Allez, régale-moi donc de cette histoire larmoyante et partiellement fausse, qu'on en finisse. Comment il te connaît trop bien. Aurore croisa les bras sur sa poitrine, levant le menton. J'ai plus envie. Nah. C'est dommage pour toi, hein, parce que c'était sombre, dramatique et plein de rebondissements qui me mettaient particulièrement en valeur tout en gommant en grande partie mes mauvaises décisions. Eh bah, on n'est pas sorti du sable. Étienne gloussa légèrement alors qu'il sirotait sa boisson. Oh, allez, princesse, tu meurs d'envie de la raconter. T'inquiète pas pour tes mauvaises décisions, je me charge de me les représenter. Là aussi, je commence à comprendre la technique. Bon. Il y a fort longtemps, dans une ville fort lointaine, j'étais la chef d'un sabbat de sorcières. Ça se passait bien, on vivait de bons moments, on était heureuses. Et puis j'ai pris sous mon aile la petite Ariana de Gascogne. Un adorable bout de chou, traqué et persécuté parce qu'elle faisait de la magie et qu'elle buvait du sang. Moi et mes grands cœurs, tout ça. Bref, je l'ai élevée, formée, éduquée et... elle m'a trahi en vendant notre repère à l'Inquisition ainsi que les manières pour contourner nos défenses tomiques. Le Francien acquiesça doucement. Effectivement, c'était suffisant pour entretenir une bonne vieille rancune. Et c'est elle qui est à la tête du gouvernement émovore de Carthage? Ou du moins derrière leur ascension? C'est ça. Elle ne dirige rien directement et travaille aujourd'hui pour les services occultes albinois, mais il y a ses crocs derrière les récents changements politiques à Carthage. En même temps, tu l'as aidée, si ma mémoire est bonne. Mais ça, tu vas pas lui dire, hein? Oh non, hein. On va dire que c'est une autre histoire, c'est ça? C'est déjà suffisamment complicated comme ça? Ah, mais en fait, c'est comme à chaque fois. C'était pas plus simple de me dire tout ça directement? Bon, on va se renseigner et on avisera de ce qu'on fait selon ce qu'on trouve. Non, je reformule. J'aviserai de ce qu'on fera. On avisera ce qu'on fera, Étienne. Maugréa Aurore en remettant ses lunettes de soleil. C'est pas toi le chef. Il se trouve que sur ce coup, si, c'est moi qui ai écrit les rapports pour le moment, je te signale. Si tu veux assumer tes conneries, tu les assumeras avec les conséquences qui vont avec. On ne fera rien que je n'ai pas approuvé. Donc, de là à dire que j'aviserai de ce qu'on fera indépendamment de tes liens affectifs avec cette bonne femme, il y a qu'un pas que je franchis volontiers. Il y a trop d'enjeux, la moindre boulette provoquerait une catastrophe diplomatique. Alors c'est moi qui aviserai et sans tes conseils tordus. Il se redressa, une petite moue satisfaite sur le visage. C'est pas toi la chef, Aurore, sinon on t'aurait pas collé un garde chionde de ma trempe sur le dos. Mais... Bonjour, c'est moi, la pensée parasite. On en reparlera quand tu seras sur le dos, ma chérie. Aurore rougit, s'étrangla et avala difficilement sa salive avant de répondre. Oui. Bon, d'accord. Mais n'en fais pas trop non plus. Le vétéran leva légèrement les sourcils devant la réaction de la paranthrope, qu'il interpréta comme une manifestation de contentement devant l'autorité. Oui, bon, je mettais juste les choses au point. Dira-t-il précipitamment. Pas la peine de t'emballer, cela dit, j'ai quand même remarqué un truc bizarre depuis qu'on est arrivé. T'as remarqué tous les vendeurs de chapeaux? Eh bien, aucun n'expose ses marchandises à l'extérieur. Je crois savoir pourquoi. Ils veulent pas avoir les fesses à l'air. Il gloussa en achevant de se relever, embarquant d'autorité Socrate dans une main et les 2 bières vides dans l'autre. Aurore, ton cerveau est présentement un sacré foutoir. Je perçois pas mal de signaux contradictoires. Je fais quoi? Je coupe des récepteurs sensoriels et je fais descendre ton taux d'hormones? Ou sinon, tu peux juste le buter, là, maintenant, hein? Je dirais rien. Abaisse juste mes niveaux de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, mais laisse les endorphines. Petite joueuse. Bon, t'es sûre que tu préfères pas explorer un tombeau ancien? Aurore poussa un gémissement plaintif, le temps que son organisme s'adapte à son nouvel état, attrapa un paréo pour se vêtir plus chastement et se dirigea vers la cabine de bain la plus proche. Démarre la vapomobile, Sidi Duboisset, avant que je ne change d'avis sur tes qualités de chaperon. Récupérant ses vêtements civils qu'il avait laissés près de la voiture, le Francien enfila simplement sa chemise à motifs, ses sandales et son holster de poitrine dans lequel il enfourna Socrate. Ça, c'est ce que j'appelle des vacances. Faire exactement ce qu'on fait au boulot. Quelques minutes plus tard,
Aurore s'assit sur le siège passager, enveloppée dans une parure en satin de soie verte à doublure fine, le corsage ajusté et blousant sur l'avant, fermé haut par un col montant, évidemment tout cela complété par un plastron en brocart de soie crème et or pâle à décor floral tissé, encadré de bandes de guipure écrues appliquées verticalement et avec des panneaux de brocart disposés en lait, nanana. On a compris, la stagiaire, que t'avais un BTS de couture. Aurore en fait suffisamment des caisses comme ça. Tu préfères rester à rôtir sur la plage à mater des petits culs ou à discuter philo avec un pétard qui parle? La paranthrope ajusta le petit chapeau, à la fois inutile et indispensable, qui complétait sa tenue. Direction le centre-ville. Mais gare-toi loin, on finira à pied en passant par le souk. On ne peut pas arriver les mains vides. Elle dévisagea Étienne de haut en bas, en remontant ses lunettes de soleil sur son nez. Et tu me feras le plaisir de fermer ta chemise aussi. On dirait un flic de Tampa sous couverture. Étienne et Socrate partagèrent une moue conjointe, en dépit du fait que le pistolet en était physiquement incapable. Je ne suis pas un pétard qui parle. Fit l'arme d'un ton vexé. Je suis une relique d'aspect sentiente. J'ai des sentiments, des convictions, une sensibilité, une aura. Ah oui, c'est vrai, comment ai-je pu oublier mon costard d'assassin dans mes bagages en partant en vacances? Renchérit le Francien avec sarcasme. Il engagea la voiture sur la route récemment bitumée par le gouvernement syndicaliste carthaginois, laissant les vitres ouvertes pour qu'un vent frais vienne balayer l'intérieur de l'habitacle grinçant. Tu m'as pas révélé ton plan génial pour savoir ce qui se tramait discrètement au fait. Comment on fait du coup? Crépuscule, qui avait décidé de prendre métaphoriquement place sur la banquette arrière, laissa ses cheveux courts virevolter au vent, jouant avec les pointes de sa mèche noire. On lui dit la vérité? Ou plutôt un mytho du style « La moitié, c'est plus ou moins mes ex toxiques et elles me doivent une faveur en prenant tes plus beaux airs de séductrice de pacotille ?» La paranthrope renifla. On va la jouer franc jeu. Ariana est une femme intelligente sous ses atours de vicomtesse décadente. Je veux la jauger avant d'agir. La hurleuse de motif bâilla. Oh là là. Je sens qu'on va se taper une intro interminable avec des cagoles en costume d'époque pour finir, quoi qu'il arrive, dans un tombeau pourri. La jouer franc jeu, c'est-à-dire, on arrive, on toque à la porte, bonjour, on sait que vous êtes des vampires, dites, vous faites rien de répréhensible là tout de suite, non? Eh bah merci, au plaisir, hein, désolé du dérangement. C'est vraiment ça ton plan? Aurore laissa son regard couler vers Étienne. Tu sais, je pourrais me la jouer et sortir un... C'est simple pour une femme comme moi de tuer un paquet de gens. Y a pas de raison qu'une douce poitrine et des jolies cuisses m'empêchent de tuer qui que ce soit pour ma liberté ou pour me défendre. Et tirer dans le tas. Mais c'est plus compliqué que ça. Ariana et ses copines le savent. Ma présence, c'est comme si l'empereur de Francie en personne venait leur tirer l'oreille en disant « Je sais ce que vous êtes, où vous êtes, alors ne jouez pas trop les faux folles, d'accord ?» Un brin patriarcal, je te l'accorde, mais on est là pour faire passer un message. Si elles décident de rouler des mécaniques devant moi, c'est qu'elles ont la confiance. Ou qu'elles cachent quelque chose. Tu me suis ? Étienne dévisagea brièvement Aurore. Absolument pas. T'as pigé un truc toi? Demanda-t-il à Socrate. Le propos est confus. Et je crois que c'est encore une référence que je n'ai pas. Approuva l'arme avec un rien de mesquinerie satisfaite. Aurore se tourna vers son surmoi sentient, qui lui adressa un regard compatissant avant de lui poser une allégorique main sur l'épaule en guise de soutien moral. On débarque dans un repère de super nécromanciennes lesbiennes, on attrape la connasse poudrée en chef par le col pour lui faire comprendre qui est la patronne, et après on boit un thé tous ensemble pour savoir si on peut leur filer un coup de main pour un truc occulte dans un esprit de franche camaraderie franco-carthaginois. C'est si difficile à comprendre. Elle tira sur le col de sa tenue élaborée. Bordel, j'ai chaud. Ces fringues sont absolument pas adaptées au climat local. Et non, c'est pas la peine de faire de commentaires. Surtout toi, dit-elle en dévisageant l'étui contenant Socrate. L'arme répondit avec une vivacité vexée. Oh, excusez-moi, mais en tant que pétard qui parle, il se trouve que je parle. Si je n'étais qu'un simple pétard qui ne parlait pas, eh bien je ne parlerais pas. Mais comme je suis un pétard qui parle, j'ai encore le droit de remplir ma fonction qui est de parler. Ah, la paix, vous deux. Il revint ensuite vers Aurore, dubitatif. Donc ton plan, c'est vraiment de leur demander si tout va bien et de les croire sur parole. C'est extraordinaire de naïveté. C'est surréaliste. Approuva Socrate. Et on fait quoi si elles mentent et qu'elles sont pas intimidées par la représentante officielle de l'empereur qui est en poste depuis 2 jours? Ou qu'elles nous disent qu'elles n'ont pas besoin de nous? Tu me cacherais pas encore quelque chose par le plus grand des hasards? Bon, dis-lui, sinon on va y passer la journée. Aurore soupira. C'est moi qui les ai mises en place. À Carthage. Tout ça. Le complot émovore, la prise de pouvoir de Bintaba, le féminisme aux dents longues. C'était mon idée.
Et Ariana m'a contacté il y a peu, ils ont un problème sur les bras, qui demande visiblement mon expertise, j'en sais pas plus. Je me suis dit que c'était une bonne idée de brouiller un peu les pistes, tu vois. Le Francien expira lourdement. Magnifique. Il laissa passer quelques secondes avant de reprendre, maussade. Je suppose que l'empereur n'en sait rien. Sinon, il ne nous demanderait pas d'enquêter sur quelque chose que tu as toi-même mis en place. Et je vais pas te demander pourquoi on aide une nana qui t'a trahi. À moins que ça soit du flan, ça aussi. Étienne fit la moue. Et je suppose que je suis censé te couvrir pour ça aussi. Ne rien dire à personne comme quoi tu fous des vampires syndicalistes dans des gouvernements alliés à la Francie. Tu peux courir sur ce coup-là, ma cocotte. Aurore le regarda en coin. On te voit, la stagiaire, je te préviens. Je ne serai pas le dindon de ta farce. La paranthrope secoua la tête pour chasser ses pensées parasites. Oui, elle m'a vraiment trahi et non, j'ai pas oublié. Mais ça fait longtemps. Et puis, si je devais arrêter de bosser avec les gens qui m'ont trahi ou que j'ai trahi, il me resterait plus grand monde avec qui jouer. Et puis c'est pas juste moi et mes délires, hein. On a sauvé Carthage du chaos en y instaurant un gouvernement. Certes, un peu gauchiste, mais toujours démocratique. C'est bien ça la démocratie, non ? Alors oui, d'accord, l'empereur était pas au courant, mais il était occupé à ce moment-là, et ça s'est fait un peu vite. Maintenant que c'est là, on va devoir faire avec. Sérieusement, Aurore, des fois faut juste que tu la fermes et que tu souris d'un air énigmatique. Sauver Carthage du chaos, arrête un peu, c'est pas la première fois qu'ils font des élections pour élire un nouveau gouvernement. Vous n'avez rien sauvé du tout, t'as juste placé tes copines au pouvoir, sans évidemment le dire à quiconque. Tu crois pas que tu t'éviterais un gros paquet d'emmerdes si t'étais transparente avec les autres ? Non, mieux, tu crois pas que tu éviterais un énorme paquet d'emmerdes en arrêtant de te mêler des plans pourris qui te concernent pas ? Pourquoi est-ce que t'es allé t'occuper de ces histoires ? Elles t'ont promis quoi en échange de ton aide, hein ? La voiture ralentit et se gara au bord de la route. Étienne se tourna vers sa collègue, la dévisageant froidement. Et d'ailleurs, ça change un peu tout ce que tu m'as dit là. Pourquoi est-ce qu'on irait accomplir les 4 volontés de ton petit club ? L'empereur voulait en savoir plus, et ben il va être servi. Tu pourras tout lui révéler dans les moindres détails. Mais faire le sale travail de tes copines que je connais pas, qui boivent du sang humain et qui ont l'air pas fiables du tout, très peu pour moi. Je bosse pour l'Empire, moi, madame. Pas pour le fan club décadent de Draculina. Toi, tu dois sans doute courir après une babiole, une petite chose, et je suis censé recevoir une caresse sur la tête après que tu m'aies pris pour un con du début à la fin, c'est ça ? Eh bah... À force de traîner avec nous, il commence à se faire pousser un cerveau. La paranthrope regarda ses pieds. C'est pour trouver un remède pour te sauver. Étienne rabattit sa lèvre inférieure sur sa lèvre supérieure dans un effort pour garder son calme et ne pas céder au brusque pic de colère qui venait de le gagner. Parce que tu es un gros demeuré, Étienne. tu es quelqu'un de bien, Étienne. Ce n'est pas une affaire d'être quelqu'un de bien, c'est parce que lorsque tu te lances dans ce genre de choses occultes, c'est comme si tu ouvrais une porte qui ne pourra jamais se refermer. Rien n'est pareil une fois le seuil franchi. Je ne voulais pas franchir ce seuil et je le veux toujours pas. Le vétéran reprit avec plus de gravité. Tout ça pour te dire que la solution miracle concoctée par une cabale de vampires, eh ben ça me plaît pas. Enfin merde, c'est moi que ça regarde le plus et toi tu te lances dans un truc capillotracté sans même mon consentement. C'est ma vie bon sang, c'est quoi ton problème purée ? Étienne regarda un instant ailleurs, soudainement affecté. Je pensais qu'après le Gévaudan, bon, ça changerait quelque chose. Qu'on pourrait se dire les choses, enfin, plutôt que tu pourrais me dire les choses. Mais c'est encore pire qu'avant. J'ai l'impression d'être un archéologue et de devoir creuser en permanence dans tes mensonges. Aurore soupira, un trémolo dans la voix. Écoute, Étienne, je regrette pas ce qui s'est passé, de t'avoir embrassé et d'avoir dit tout ce que j'ai pu te dire. Mais c'est allé un peu vite, j'étais pas prête pour ça. Et puis l'empereur m'a bombardé de duchesse de Pamplune, ça m'a prise au dépourvu. Depuis, je suis en sur-régime et j'ai l'impression de pas en faire suffisamment et je fais un peu n'importe quoi pour compenser. Elle se prit la tête dans les mains, en voyant valdinguer son improbable petit chapeau. Cette histoire à Carthage, ça remonte, d'accord ? Ça s'est planifié un peu après le couronnement de l'Haute-Gouine. Contexte, Aurore. Parce que dit comme ça, on s'y perd et on va avoir des problèmes. Peu après le couronnement du haut roi Gouine Ier d'Albion, je veux dire. J'avais pas anticipé la situation actuelle, tous les chamboulements depuis... J'improvise un peu, là. Mais je suis très forte pour ça, tu sais. Allez, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu pourras écrire ce que tu veux dans le rapport, promis. Je demanderai pas à Crépuscule de le modifier ensuite sans te le dire. Ah, la poucave, dit.
C'était pour rendre service. Étienne fronça les sourcils. Ah, parce que Crêpe modifie mes rapports en plus. Prenant mentalement note d'en écrire désormais plusieurs à différents moments et à différents destinataires, le Francien reprit, bougon. Bon, écoute, je veux bien qu'on aille voir ce qu'elles veulent. Mais je te préviens, elles me feront rien que je n'ai pas approuvé, d'une part, et si le boulot implique de faire quelque chose que je n'approuve pas, on ne le fait pas d'autre part. Point final. Au fond de lui, il savait que sa rancune s'amenuisait dès que sa collègue manifestait une émotion trop vive, mais il ne voulait pas le montrer. Elle en aurait abusé, plus que ce n'était déjà le cas. Étienne redémarra la voiture. Et la prochaine fois, dis-moi les choses directement, ma grande. On gagnera du temps. Je veux pas te bouffer. Aurore le dévisagea, se mordant discrètement la lèvre inférieure d'une canine acérée. Depuis que t'as plus peur de la mort, tu as un peu trop pris la confiance. Amore mio. Chaudasse. Après avoir galéré à trouver une place dans le souk de Carthage pour leur véhicule, les deux agents de la Légion étrange et leur hurleur de motifs de compagnie se retrouvèrent à arpenter les allées animées de marchands en tout genre. Chrétiens, juifs, musulmans, Carthage assumait une grande mixité de cultes et d'origines diverses. Tout cela donnait à la capitale punique des airs de doux bazar plus ou moins organisés. Étienne avisait les étals avec une curiosité sincère. On cherche quoi du coup ? Demanda le vétéran d'un ton dégagé. Quelque chose de sérieux, mais de pas trop cher non plus. Et on évite la bouffe, ça pourrait être mal pris. Dit-elle, en arpentant les lieux, ses talons claquant sur les pavés, l'invisible crépuscule sur les talons, la truffe au vent. J'adore ce dédale fascinant de ruelles animées bordées d'ateliers et d'échoppes organisées autour de corps de métier. Artisans du cuir, bijoutiers, ébénistes, vendeurs de tapis, de poterie et d'épices. C'est Bruyant. Et ça sent un peu mauvais quand même. Oui, certes. Mais c'est très sympa. Et je dis ça alors qu'on s'y balade toutes les deux, loin de l'autre macho et de son flingue qui parle. Dis, tu peux me prendre des dates ? Le Francien gloussa. Franchement, le cadeau diplomatique acheté au souk du coin une demi-heure avant le rendez-vous, c'est très francien. Tiens, on prend des dates, ça te dit ? J'ai jamais goûté. Paraît que c'est super bon. La paranthrope grommela, les mains soudainement enfouies dans les poches étroites de son veston cintré. Va pour des dates. Prends les plus charnues là, celles avec encore les noyaux dedans. Le ventre d'Aurore gargouilla, Crépuscule se mit à siffloter en regardant les étals. Tu m'aides pas, toi. Pourquoi je le ferais ? Ton plan est tout pourri. Étienne n'en fait qu'à sa tête et il est visiblement avide de te montrer que tu ne contrôles plus rien du tout. Ça t'éloigne de lui. C'est tout bénef pour moi, ma chérie. On n'a pas besoin de lui pour être heureuses toutes les deux et tu le sais très bien. Aurore se laissa tomber sur un banc public. Crépuscule s'assit à ses côtés, lui jetant un regard oblique avant de caler sa tête contre son épaule et une main sur la poitrine. Je connais cette respiration et ce regard, amour de ma vie. Tu commences à saturer, hein ? La prochaine fois, je pars en vacances toute seule. Oui, enfin, toute seule. Façon de parler. Tu vas vraiment te plier à ces petits caprices, au fait ? Non, parce que je comprends le coup des hormones et vos liens tissés lors de vos missions périlleuses et nanana, mais là, on parle quand même de ton indépendance. Je sais pas. Une partie de moi a envie de l'envoyer chier et de faire comme moi je veux. Oui, bonjour, ça, c'est moi. Une autre me dit qu'il a quand même raison et que c'est quand même reposant de suivre les ordres. En vrai, je crois que je fais n'importe quoi parce que je m'ennuie. Juste pour le plaisir de montrer que je peux le faire. T'es une foutue plieuse de réalité, Aurore Henriette. Pas une fliquette de l'occulte en train de mettre un PV à un démon babylonien à la con. Il n'a pas à te dire comment faire ton job. Sans parler du fait que ça va faire presque 100 berges que t'es dans le métier. Il n'a rien à t'apprendre. Aurore croisa les bras. On va faire comme il dit, mais juste pour cette fois. Sérieusement ? Écoute, Aurore, je voulais pas te le dire comme ça, mais bordel ! Tu couches même pas avec. C'est quoi l'intérêt de te faire chier à lui faire plaisir comme ça ? C'est plus compliqué que ça. Arrête de tout ramener à tes... nos bas instincts, d'accord ? J'essaie de mettre des putains de mots sur mes sentiments. Aurore s'était redressée vivement à en faire sursauter un couple de passants. Crépuscule avait disparu. La paranthrope poussa un soupir de soulagement avant d'entendre murmurer un « Cringe ». Tout droit sorti des tréfonds de sa pensée. Étienne s'était approché sur ses entrefaits, un sac de dattes dans une main et l'autre dans son dos, haussant légèrement un sourcil en voyant Aurore debout,
interprétant sa gestuelle comme de l'impatience. J'ai été un peu long, ce marchand était un vrai dur à cuire, mais devine qui nous a économisé 5 dinars après une âpre négociation. Il lui tendit ensuite la glace à la vanille dissimulée dans son dos. Je me suis dit que t'aurais besoin d'un peu de fraîcheur, la chaleur a pas l'air de te faire du bien. J'espère que la vanille ça ira, je savais pas vraiment ce que t'aimais. Et me sors pas un parfum du style tiramisu spéculoos pour faire ton intéressante. Aurore observa son cornet avec l'air d'une gamine à qui on viendrait de tendre un ballon. La vanille, c'est mon parfum préféré. Dit-elle d'une petite voix avant de secouer la tête. Tocarde. Et j'ai remarqué des tapisseries un peu exotiques et moches, le genre avec des couleurs aussi improbables que leurs motifs. Si j'étais une sorcière vampire lesbienne, j'aimerais ce genre de truc, je pense. On pourrait jeter un œil, ça te dit? Aurore le suivit docilement. Dans la boutique, on trouvait effectivement des tapisseries aux mosaïques abrahamiques, mais aussi des tissus un peu moins conventionnels avec des thèmes astrologiques et astronomiques ceinturés de motifs brillants et criards, des toiles impressionnistes illustrant des mages fendant les flots avec des couleurs tantôt bariolées, tantôt effacées, des presse-papiers illustrant différents prophètes dans des postures solennelles, des vases dépeignant des scènes thaumaturgiques abstraites. Malgré tout le scepticisme d'Étienne, les marchandises proposées présentaient une indéniable qualité. La paranthrope, occupée à lécher sa glace d'un air absent, finit par désigner un tapis du doigt. Celui-là, c'est un vrai. Tu vois, les tapis persans traditionnels sont noués avec un nœud asymétrique, on appelle ça un sénet, alors que le tapis anatolien que l'on retrouve à toutes les sauces et notamment chez les berbères carthaginois est noué avec un double nœud symétrique, le gyorde. Le vendeur, un vieux sémite à l'air affable, s'inclina. Je vois que madame est connaisseuse. Celui-là vient tout droit du Quaresme, une région lointaine et sauvage mais récemment libérée du joug paranthrope. Aurore inclina la tête sur le côté, dardant ses yeux azurés vers Étienne. Splendide. Je te laisse négocier le prix. Elle s'éloigna et laissa son regard se perdre dans la médina, qui avait, comme elle, la constante spécifique d'être à la fois un tout homogène dans sa globalité et une juxtaposition de sous-ensembles cosmopolites. Les cloches d'une cathédrale sonnaient à tout rompre, couvrant la voie d'un muezzin. À la sortie de la mosquée au bout de la rue, un marchand juif proposait des friandises cachères aux fidèles. Une vision presque caricaturale de Carthage. Étienne la rejoignit quelques minutes plus tard, le tapis enroulé posé sur son épaule. Quel vautour celui-là, il a rien lâché, soi-disant que c'était un tissu précieux fabriqué par les plus fins artisans d'une civilisation aujourd'hui disparue. Il m'a même sorti que ce serait un manquement à leur mémoire que de baisser son prix. Par contre, j'ai eu le droit à un petit porte-clés en cadeau, regarde ça. Il dégaina un colifichet particulièrement bas de gamme représentant les prophètes abrahamiques figés en une expression joyeuse. Même si, pour Muhammad, on pouvait avoir un doute, son visage étant traditionnellement absent. Le tout sur un socle gravé « Vive la grande mixité ». Ça va toi? T'as l'air ailleurs. C'est rien, c'est le sucre. C'est en train de me flinguer les neurotransmetteurs. Mais j'en avais besoin. J'étais un peu à cran. Je reviendrai te casser les pieds avec ta diète plus tard. T'inquiète pas, va. Soudain, une sombre diligence attelée de chevaux à la robe lustrée déboula dans la rue étroite, d'épais rideaux en velours noir en condamnaient les fenêtres. Le cocher tenta de se frayer un chemin dans la cohue du marché couvert. Les neurotransmetteurs? Fit le Francien en arquant les sourcils devant un mot qui avait l'air un peu trop alambiqué pour lui, avant que l'arrivée de la charrette ne le fasse réagir vivement. Oh, il est fou celui-là, il va écraser quelqu'un! En attendant, on tient l'une de nos futures copines. Suivons-le. Elle tourna la tête vers Étienne, le sourcil levé. Tu sais quand même comment fonctionne un cerveau, Étienne. Un cerveau humain, hein. Restons dans le basique. Et on est reparti pour une série d'informations très longues et pas hyper pertinentes vu le contexte. C'est une de tes copines ça? Fit le Francien en avisant le véhicule d'une moue. J'espère qu'elle gouverne mieux qu'elle gère son créneau. Et non, je sais pas comment fonctionne un cerveau humain. Enfin, dans les grandes lignes, mais pas vraiment. J'ai pas fait de grandes études, je te signale. La paranthrope prit une grande inspiration. Alors, Aurore, on s'en branle. Le carrosse, les vampires sexy, la suite de l'intrigue. Merci. c'est hyper intéressant, mais on n'a pas le temps là tout de suite. Le cocher manœuvra avec peu de délicatesse, emboutissant une échoppe sous les colibés de son propriétaire, avant de se diriger vers les grilles ouvragées et décorées de chauves-souris d'une grande demeure de style art nouveau faisant l'angle, et un peu plus que ça d'ailleurs, du quartier. Étienne avisa l'édifice, compatissant soudainement avec le sort du tapis sur ses épaules qui allait devoir passer le reste de son existence dans un endroit pareil. Dis au fait, c'est bien vu les hémovores à Carthage? À la différence de bien des pays, les Carthaginois ne font pas de discrimination sur le régime alimentaire de leurs concitoyens, Étienne. C'est sûr. Y a rien de mal à se nourrir du sang humain, un régime alimentaire sain et équilibré. Aurore sonna à l'entrée. Un élégant majordome coiffé d'un fez s'approcha.
Elle lui sourit de toutes ses dents. C'est pour le goûter, je ramène un ami. Un ami, hein. Pas le dessert. Avisant les canines d'Aurore, le majordome inclina la tête. Qui dois-je annoncer, madame ? Sa grâce, Aurore Henriette Dumas-Davy de la Pailleterie, duchesse père de Pampelune et baronne de Miraflores. Bien sûr, votre grâce. Suivez-moi, je vous prie. La paranthrope inclina la tête vers Étienne. Sain, équilibré, protéiné et sans souffrance animale. Excuse-moi du peu, mais j'ai jamais entendu un adorable potiveau gémir de plaisir en allant à l'abattoir. Elle toussa. Désolée, ça sonnait mieux dans ma tête. Je confirme, ouais. Étienne avisa Aurore avec agacement. Les humains ne sont pas du bétail. J'arrive pas à croire que je dois prononcer cette phrase premier degré. La paranthrope gloussa et joignit ses mains dans son dos en avançant vers la massive façade de la bâtisse. Celle-ci était constituée de la pierre de taille la plus éclatante. Des motifs en arabesque y étaient sculptés de manière exquise. Mais à mieux y regarder, l'effroi prenait le pas sur l'émerveillement. Ces hauts reliefs ne figuraient pas des nymphes et des muses, comme sur les frontons néoclassiques de Lutèce, mais de gigantesques vampires dévoilant en plein jour leurs dents acérées. Au milieu de ce pandémonium immobile, qui semblait proclamer pour l'éternité la toute-puissance de la race des « seigneurs », se dressaient de fantastiques colonnes baroques autour desquelles tourbillonnaient des meutes de loups, de corbeaux et de chauves-souris sculptés sans aucun doute par thaumaturgie. Si vous pouvez patienter quelques instants, votre grâce, le temps que... Ouais, dépêchez-vous, j'ai pas toute la journée. Étienne resta un instant muet en découvrant la composition des motifs sculptés, un sentiment de répulsion le gagnant irrépressiblement. Eh ben, c'est gai. Enfin, c'est plutôt normal pour une maison de lesbiennes. L'escalier de marbre adjacent résonna soudain sous la férule d'escarpins, pourvu des talons les plus élevés qu'Étienne n'ait jamais vu porter. Glissant dans une épaisse jupe de brocart rouge sombre, la poitrine mise en valeur par un bustier à manches 3/4, la maîtresse des lieux laissa couler son regard sur les agents de la Légion étrange. Ses cheveux châtains, frisés au fer, tombaient en serpenteaux soyeux de chaque côté d'un visage qu'on aurait dit peint par un maître de la Renaissance. Aurore Henriette, tu n'as pas changé. Ariana, est-ce une ride que j'aperçois entre tes deux parfaits sourcils? Les deux femmes échangèrent des bises à quelques chastes centimètres de distance. 1, 2. Ici, c'est 4. Que me vaut le plaisir de ta visite? Un regard appuyé vers Étienne plus tard, elle ajouta. C'est pour moi? Non. Et j'ai un nom, je m'appelle Étienne Duboisset. Je suis capitaine et coéquipier de votre ami. Quant à ce qui nous amène, ce serait plutôt à vous de répondre à cette question. C'est bien vous qui avez demandé son aide, non ? Elle parlait du tapis, Étienne. Le Francien marqua un bref temps d'arrêt. Sa bouche se crispa légèrement en une moue oblique alors qu'il se sentait, une fois n'était pas coutume, un peu stupide. Il toussauta en se raclant la gorge. Ah, désolé madame, je suis un peu à cran. Vous savez ce que c'est, hein, c'est pas toujours facile de se détendre là, avec l'autre. Les deux émovores échangèrent un long regard entendu. Certes, Aurore Henriette a toujours eu un caractère... Comment dis-tu déjà? Compliqué. Tu peux dire chiante, espèce de vieille morue. Si je suis venue, c'est que je ne suis plus vexée. Pour le moment. Faisant comme si elle n'avait rien entendu, la vicomtesse fit signe à son majordome. Farouk, débarrassez monsieur de son cadeau, je vous prie. Elle se détourna dans un claquement de talons. Venez, nous serons plus à l'aise dans mon petit salon. Les deux agents franciens furent bientôt entraînés à travers un couloir aux dalles brillantes. Une lumière chaleureuse y pénétrait sans entrave à travers les hautes fenêtres, en dépit du ciel chargé. Les murs immaculés et ornés de moulures délicates étaient la norme. Parvenue au premier, Ariana tourna la poignée d'une porte décorée d'une muse vampirique tenant une harpe entre ses mains. Une quinzaine de demoiselles, assises chacune sur une chaise ou dans un canapé de style empire, se redressèrent instantanément. Ici, une tunique de soie mauve pâle élégamment croisée sur une poitrine généreuse. Là, des cheveux noirs et lisses, d'une extraordinaire densité, rassemblés en un épais chignon fermé d'une pique en bois laqué. Plus loin, une frange à la garçonne, coupée au ras des paupières, appartenant à un visage aux pommettes hautes et aux yeux finement bridés. Je sens les battements de tes cœurs s'accélérer, Aurore chérie. La colère fouettait tes tempes. On dirait qu'Ariana a plagié ce que tu avais créé, hein. Jouer la noble impétueuse, arrogante et cruelle. Et visiblement, elle choisit ses amis sur catalogue. Laissez-nous. Et, d'un seul mouvement, le petit microcosme d'Émovore sortit en un concert de bottines et de talons, les regards braqués sur Étienne et Aurore avec ce mélange de curiosité et de frustration qui accompagnait les arrivées impromptues de personnages importants. Étienne n'avait jamais été un habitué des mondanités
et il n'avait jamais eu une estime prononcée pour les courtisans, dont le seul talent était de se cacher dans l'ombre de ceux ou celles qui en avaient réellement. Il toisa l'ensemble avec une indifférence teintée de mépris tacite, leur nature qu'il percevait comme profondément mauvaise obscurcissant aisément la beauté qu'il aurait pu leur trouver dans un contexte différent. Il avait, lui aussi, noté la similitude entre Ariana et Aurore. La nobliote qui en faisait des tonnes, la cour d'admiratrices, dont les Valkyries étaient un substitut, le luxe absurde qui ne rimait pas à grand-chose, le Francien réalisa à quel point il détestait cette facette d'Aurore en se retrouvant confronté à sa copie de mauvaise qualité. Ici, tout était au mieux factice, au pire prétentieux. La dernière suivante en goguette sortie, Aurore renifla. Bon, vas-y, crache le morceau, Harry. Pourquoi as-tu besoin de moi? Les services occultes albinois sont devenus si mauvais que ça depuis que tu les diriges? Toujours dans l'empathie, à ce que je vois. J'ai besoin de quelqu'un de fiable et d'efficace pour une mission qui ne peut pas impliquer mes services. Et en échange, tu auras ce que je t'ai promis pour t'appâter ici. C'est-à-dire... Les informations dont je dispose sur Montrevent et une panacée féerique capable de guérir n'importe quelle maladie affectant un humain. Ariana finit le compte sur ses longs doigts gracieux, chacun terminé par un ongle écarlate. En échange de... Me débarrasser d'une ancienne déesse phénicienne un poil agaçante. Une broutille pour toi, non? Une ancienne déesse a fumé contre un remède soi-disant miracle et des infos sur un Jean Foutre. Je suis désolé, Miss Tinguette, mais c'est pas une transaction très équitable, vous y gagnez plus que nous. Étienne ne voulait pas montrer que l'idée d'un remède puisse l'intéresser, même si une panacée féerique, cela sonnait plutôt bien. Ariana prit son air le plus outré. « Monsieur, vous marchandez ainsi des choses d'une valeur inestimable !» La paranthrope souffla du nez. Je veux ton exemplaire du Necronomicon aussi. Je sais, il te manque des pages dedans. Je m'en fous. Tu m'assassines, Aurore. Is this a wish, my dear? Livre qui sera aussitôt remis à la Légion étrange pour une étude supervisée et strictement contrôlée. Évidemment, je vais pas le garder sur ma table de chevet. Aurore, n'en fais pas trop non plus. Tu allais le garder sur ta table de chevet, et c'est toi qui as les pages qui manquent. Bon, c'est qui la méchante qui te court après? Astarté. Rien que ça. Étienne ne savait évidemment pas qui était cette nouvelle venue dans le panthéon des entités improbables, et à dire vrai, il ne s'y intéressait pas vraiment. Aurore connaissait et savait donc comment la combattre, du moins a priori. Et pourquoi ce machin vous en voudrait? Si vous faites appel à Aurore de manière aussi officieuse, je suppose que l'affaire ne gagnerait pas à être connue. Parce qu'elle a pillé, sans en parler à personne, un tombeau à la recherche d'une relique d'aspect et qu'elle a réveillé le dit machin qui y dormait. L'albinoise déglutit. C'est à peu près ça. Enfin non, c'est même complètement ça. Comment est-ce que... Je le sais, parce que c'est l'un des rares endroits où je t'ai dit « N'y va pas, espèce de cagole inexpérimentée !» Je crois que les termes exacts étaient « N'y va pas, espèce de poufias mal avisé ». La paranthrope fit un pas vers la sortie, les bras croisés dans le dos. Alors, capitaine Duboisset, on accepte la mission? Étienne renifla d'un air faussement hésitant. Partant du principe qu'Ariana était le pendant albinois d'Aurore, il savait où appuyer. J'ai cru comprendre que vous étiez du genre à la mettre à l'envers, mademoiselle. Vous ne feriez jamais un coup comme ça, n'est-ce pas? Ni maintenant, ni jamais, vous ne voudriez pas que nos services collaborent à un point qu'il vous déplairait d'atteindre. Vous apprenez vite, capitaine Duboisset. Moi qui vous prenais pour un charmant convoyeur de tapis. Il est plus malin qu'il en a l'air. Le vétéran fit la moue, ne sachant comment prendre ce dernier commentaire. Je ne veux pas entendre parler d'actions contre nous, contre la Francie ou contre des civils. Tant que vous restez réglo, le haut-roi ne saura rien de vos loisirs archéologiques. On a un accord? On rajoute le bouquin au nom bizarre pour ma collègue? Vous avez ma parole. Elle ne vaut rien, Ariana. Vous avez la garantie que mon intérêt personnel dépend de cet accord et que je n'ai aucun intérêt à le rompre. C'est mieux. Aurore s'adossa à la porte, laissant son regard couler vers Étienne. Un regard plein de fierté, quittant cette demeure aux décorations horribles non sans soulagement, mais aussi non sans une certaine satisfaction, Étienne se tourna vers sa collègue. Alors, agent Dumas, qu'est-ce qu'on a? Aurore remit ses lunettes de soleil en prenant la direction de la vapomobile. Une pseudo-divinité qui doit taper dans les 150 à 200 Akiva. Avant que tu ne poses la question, c'est des genres de radiations énergétiques liées aux interventions théomanciques, un peu comme des kilocasper, mais en plus edgy.
C'est un genre de pratique thaumaturgique consistant à l'exploitation ritualisée des facultés d'une entité anormale. Là comme ça fait impressionnant, mais tout le monde a oublié Astarté aujourd'hui, alors autant dire qu'elle doit être toute rabougrie. Et comment on bute un machin pareil? Et c'est reparti pour le blabla ésotérico-technique. Bon, pour faire simple, la plupart des pseudo-divinités sont des êtres-concepts, des entités qui naissent, comme leur nom l'indique, d'un concept créé dans le cerveau d'êtres intelligents. Mais je vais pas rentrer dans les détails concernant la théorie des ponts singuliers, même si c'est fascinant, mais ce que tu dois retenir, c'est que c'est un machin chelou qui se nourrit de la croyance qu'on a en lui. C'est très vaguement résumé, mais ça suffira. Astarté était une ancienne déesse phénicienne de la fécondité et de la guerre. Classique, quoi. En dehors d'une résurgence néo-païenne chez les berbères du coin, plus personne n'en a rien à carrer. La paranthrope reprit son souffle. Pour la fumer, il faut déjà taper fort dessus. C'est souvent une bonne méthode pour l'affaiblir, lui montrer qu'elle n'est pas immortelle. Ensuite, il faudra la convaincre qu'elle n'est pas une vraie divinité, et pour ça, on a Socrate. Et moi, je pue des pieds? Me voilà réduite à l'état de sous-fifre. Bonjour, crise existentielle. Et Crépuscule, évidemment, qui nous posera le cadre narratif dramatique nécessaire pour l'expulser du tableau. On a dit qu'on ne parlait pas du tableau, Aurore. De la réalité, si tu préfères. Attends, mais c'est complètement fou ce que tu dis. Ça veut dire que si assez de personnes croient en un dieu, ce dieu finit par exister pour de vrai? C'est dingue! Socrate surenchérit, un peu hésitant. Je ne sais pas si je suis très indiqué pour cette tâche. Et puis, après tout, elle était dans son tombeau avant d'être réveillée par votre ami. Ça me semble un peu injuste de la tuer juste pour cette raison. Je veux dire, ça me fait un peu penser à ma propre expérience. Je n'aurais pas aimé qu'on me tue sitôt réveillé. Bon, déjà, oui, c'est comme ça qu'un dieu fonctionne, Célé. C'est juste que depuis la chute, certains arrivent à s'incarner en machin plus ou moins dangereux. C'est une technologie anormale permettant la création d'une entité allégorique concrète, d'abord développée par la singulière Académie impériale, puis améliorée par la division P du GRU dans les années 50 APC. Anyway, c'est pas aussi simple que plein de débiles y croient, donc tada, ça existe. Débattable comme opinion, mais on n'a pas le temps de philosopher là-dessus. Aurore inclina la tête vers Socrate et prit une grande inspiration. Ne t'inquiète pas. On va juste détruire son enveloppe physique et la renvoyer dans la noosphère, d'accord? C'est ce qu'on fait aux méchantes créatures de l'extérieur qui font de vilaines choses, genre menacer la vie d'une ancienne élève à moi qui a fini par me trahir mais à qui j'ai pardonné parce que j'essaye de changer petit à petit pour ne pas retomber dans mes vieux schémas toxiques et aussi un peu pour qu'Étienne m'apprécie un peu plus chaque jour. Wow. Respire. Et ajoute une conclusion douce amère pour relativiser ce que tu viens de lâcher. Ah, et aussi parce que j'ai envie de me la péter. J'ai encore jamais fumé de divinité. Tu sais bien que je fais un peu plus que t'apprécier, ma grande, mais j'apprécie l'effort. Cela dit, si je puis me permettre une correction, nous n'allons pas combattre une divinité. Puisque, pour qu'elle ne puisse pas penser qu'elle est une divinité, nous ne devons pas penser qu'elle en soit une. Ne tirez donc pas de fierté excessive de tout cela. Sans quoi... Mais attends, j'ai quand même quelques questions, parce que ça implique des tas de trucs ton histoire. Ça veut dire que la religion chrétienne a raison alors? Il y a vraiment un dieu omniscient et omnipotent qui a créé le monde, puisqu'il suffit qu'à cette personne croie en une divinité pour qu'elle existe réellement. Et les musulmans et les juifs aussi du coup? Enfin, c'est un même dieu pour les trois religions techniquement, mais il y a des nuances. Comment ça se passe alors? Mitra existe aussi du coup? Et sans doute tout un tas d'autres dieux, mais du coup si Dieu existe, l'enfer et le paradis aussi? C'est complètement dingue en vrai. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut rien expliquer aux humains. Ah, tu mélanges tout. Un être concept et les religions écrites par Descurtons ou par Dante Alighieri, c'est pas la même chose. Bon, déjà, c'est une théorie. C'est pas facile à résumer. Les ponts singuliers seraient à l'origine du phénomène d'anormalité en permettant aux interactions physiques d'une réalité d'en influencer une autre, où ces interactions sont étrangères et donc perçues comme anormales. Les ponts singuliers seraient à l'origine du phénomène d'anormalité en permettant aux interactions physiques d'une réalité d'en influencer une autre, où ces interactions sont étrangères et donc perçues comme anormales. C'est à mettre en corrélation avec le trou de Tenenti, du nom du docteur Philippe Tenenti qui en a théorisé l'existence en 86 APC. Un phénomène résultant de l'effondrement d'une réalité sur une autre et entraînant une hausse importante du niveau d'aspect autour de la zone d'impact. Bref,
Cette théorie a donné, plus tard, notre conception du maillage d'aspect. Il se pourrait que l'univers ne soit d'ailleurs que la mégastructure des ponts singuliers et que ce que nous appelons réalité ne soit que des déclinaisons corrompues, mais bon, ça c'est juste mon avis. En somme, la plupart des êtres concepts fondamentaux se foutent bien des êtres matériels. Est-ce que tu t'intéresses à la vie des insectes dans ton jardin? Voilà, eux aussi. Pour l'heure, Astarté est une entité consciente au degré d'intelligence variable dont le seul moyen de communiquer avec notre monde matériel est de plier la réalité. Et ça peut tuer des gens normaux. C'est toi qui apparaît une intervention divine, puis de divinités qui se mettent à exister parce que suffisamment de personnes y croient. Je mélange tout parce que t'expliques comme une quiche. Il a pas complètement tort. Cela dit, si l'on prend la plupart des textes sacrés au pied de la lettre, c'est une histoire d'inceste et de massacre et de guerre sauvage, où on ne triomphe qu'à travers la trahison et la fraude, où les rois font assassiner les maris pour s'emparer de leurs épouses, où les femmes qui se disent saintes entrent dans le lit des généraux ennemis pour leur couper la tête. Vous êtes quand même vachement tordu, hein? Oui, bah c'est compliqué. J'essaye d'utiliser des mots simples pour que tu puisses comprendre. Le nombre de théories étudiant la normalité à ce jour est indécent. Comprendre la normalité, c'est la combattre sans danger et aucune théorie n'a encore été concluante pour tout expliquer. Les cul-de-sac sont légion, aussi nombreux que les dépressions parmi les chercheurs et les sachants dont je fais partie. Je voulais juste être sûr de ne pas avoir loupé le train de la spiritualité en étant monté dans le mauvais wagon, c'est tout. La paranthrope laissa couler son regard vers Étienne. Ça dépend. Tu préfères prier un être invisible et abstrait par nature qui n'a rien à cirer de ton concept même d'existence, ou embrasser une plieuse de réalité capable de lier des entités eldrichtiennes à ses sombres désirs? Attention, il y a un piège dans la question. Les trouveras-tu? Je sais pas, parfois les plieuses de réalité me semblent aussi abstraites que Dieu, et parfois j'ai aussi l'impression qu'elles ont parfois rien à cirer du concept de mon existence. La main d'Aurore trouva celle d'Étienne, la serrant doucement. Mais souvent, elle se rappelle qu'elle t'aime aussi. Étienne renvoya un sourire doux et sincère vers sa collègue, serrant avec tendresse la main offerte. C'est pour ça que je les aime aussi. Aurore tira la main d'Étienne et se dressa sur la pointe de ses pieds pour déposer un baiser sur sa joue. Promis, ça va bien se passer, tu vas voir. Ça se passe pas bien du tout! Hurla Aurore. Étienne, aveuglé par l'aura mouvante de leur adversaire, l'entendit seulement courir à ses côtés. Et lorsqu'il recouvrit la vue, il se retrouva nez à nez avec la plus monstrueuse hallucination squelettale qu'il avait jamais vue. Elle remplissait littéralement la salle, éclairée seulement par la lumière erratique de sa lampe torche. Elle était apparue comme un cauchemar. Un mastodonte vertigineux, une montagne d'os absurde montée sur de longues jambes arachnéennes. Elle se pencha souplement en arrière, ramenant devant elle des espèces de tentacules faits de plusieurs millions de dents assemblées comme des pièces d'un puzzle, qu'elle figea avec un bruit de fouet qui claque. Ce truc était absolument gigantesque. N'essaie pas de l'affronter! Étienne n'avait pas attendu que sa collègue prenne le temps de terminer entièrement sa phrase pour suivre avec application son ordre en même temps que ses pas. Ce n'était pas tant que l'apparition était particulièrement hideuse ou insoutenable, même si elle l'était, qui motivait son zèle. C'était surtout de voir Aurore prendre la poudre d'escampette. La paranthrope avait affronté et vaincu des clavigares de son espèce, soumis des créatures cosmiques d'un autre plan, ou quelque chose du genre, voyagé dans le passé, modifié la réalité, et elle s'enfuyait à toutes jambes. C'était un comportement bien plus horrifique que tout l'aspect qu'aurait pu revêtir leur adversaire. Dans sa course éperdue, son rythme fut contrarié par l'intervention de Socrate, qui semblait aussi perplexe que désapprobateur. Votre attitude me semble contre-productive. Sans blague. Nous étions censés ne pas la conforter dans son statut divin supposé. Or là, nous fuyons, ce qui la conforte qu'elle est toute puissante et donc potentiellement de nature divine. C'est l'inverse de tout ce que nous sommes censés faire. Et que veux-tu qu'on fasse, tailler le bout de gras avec un sac d'os géant? Eh bien, pourquoi pas? Peut-être que cette entité est capable de dialoguer. Peut-être même qu'elle a envie de dialoguer. Moi, à sa place, j'aurais été très content d'avoir un interlocuteur amical. Bordel, ce truc essaie de nous tuer, mon vieux, c'est pas comme ça que ça marche. Soudain, la construction océotomique eut un mouvement de recul. Aurore se retourna, dos au mur. Eh merde! Ouais, là franchement, c'est la douille. Sortant de son état de sidération, la paranthrope tira sa rapière et partit à l'assaut. Elle frappa de toutes ses forces sur le premier tentacule venu, abattit un revers de sa lame sur un autre, tapa sur un tibia qui lui semblait plus vulnérable.
L'un des tentacules de dents s'enroula autour de sa cheville, mais elle l'écrasa d'un coup de pied qui envoya valser une guirlande de mollets. Socrate, c'est ton moment. Au milieu de l'énorme construction et de ses douzaines de nouveaux tentacules sinueux, Étienne et son fidèle Pétard aperçurent un crâne informe, simulacre de visage mortuaire féminin aux yeux et lèvres fermés, plongés en prière perpétuelle. Oh, tu l'as entendu? C'est ton moment. Allez, fais quelque chose. C'est bien le problème. Fit remarquer le pistolet d'un air calmement contrarié, indifférent au traitement dont son enveloppe physique était la cible. C'est mon moment, mais en tant que pistolet, ou bien en tant qu'entité consciente et douée de sentiments. Hein? Vois-tu, si c'est mon moment en tant que pistolet, je n'ai qu'à tirer. Ça s'arrête là. Mais si c'est mon moment en tant qu'entité consciente et douée de sentiments, c'est un peu plus complexe. Tu en penses quoi, toi? Mais j'en sais rien, moi. Le pistolet ne répondit pas et se concentra pendant quelques secondes. Il étira sa conscience pour lier ses pensées aux siennes, comme il le faisait avec Étienne spontanément de par leur proximité physique. C'était un peu plus difficile. Il se trouvait incapable d'entendre les pensées de l'entité, mais il s'était suffisamment approché pour qu'elle puisse entendre les siennes. Socrate s'adressa donc avec son calme habituel à l'entité, sans hostilité, et même avec une certaine curiosité. Bonjour. Je suis désolé de vous importuner aussi brusquement. Je ne sais pas très bien comment dire cela. Aussi, je vais être un peu direct. Et je m'excuse si cela vous brusque. Mais je ne crois pas que vous êtes de nature divine. Je crois que vous et moi avons des choses en commun. Nous ne sommes pas d'ici. Vous pouvez probablement le sentir à mon sujet. Nous ne sommes pas tout à fait pareils, mais nous n'appartenons pas à ce monde, vous et moi. Vous êtes nés d'un phénomène anormal qui a matérialisé les croyances d'humains. Et cela ne vous rend pas moins vivante qu'un autre. Mais cela ne fait pas de vous une déesse. Peut-être pouvons-nous discuter plus calmement de votre nature véritable, de la mienne et de ce monde. Je suis sûr que vous avez tout un tas de questions à l'esprit. Je peux vous expliquer si vous voulez. Vous n'avez pas à être seul. C'était l'une des scènes les plus courageuses et les plus stupides qu'Aurore ait jamais vues. La construction vacilla, retrouva l'équilibre, pencha sa monstrueuse tête comme si elle réfléchissait. Les longs alignements de dents flottaient au-dessus d'Étienne et de son pistolet sensueux. « Pourquoi m'a-t-on oublié ?» Feula une voix d'outre-tombe. Pour calmer une entité dévoreuse d'âme en colère, donne-lui des promesses que tu ne tiendras pas, des suppliques désespérées. Le temps a passé. Les humains qui croyaient en vous sont morts depuis longtemps et leurs croyances avec. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ma courte existence en ce monde m'a appris une vérité. Toute chose a une fin. Peut-être est-il simplement l'heure pour votre foi de s'achever, comme les feuilles tombent en automne. Annonça Socrate avec fatalisme. Eh ouais, t'existes pas en fait. Astarté marqua un nouveau moment d'hésitation, puis son masque se craquela et se fendit en deux. Un cri déchirant se répercuta dans le tombeau ancien, puis il y eut une terrible explosion de sang et de flammes bleues. Étienne aurait été bien en peine d'expliquer comment il avait fait pour repartir dans le tunnel qui les avait amenés dans la chambre funéraire, Aurore agrippée à son torse, tandis que les longs tentacules mourants les poursuivaient comme des serpents furieux. Quelques instants plus tard, le choc d'une détonation d'aspect se répercuta dans les profondeurs et le silence s'installa. Bordel! Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas bien? Je crois qu'elle n'existe plus. Bien joué, Soso. Maugréa Aurore, en avisant sa tenue élaborée tombée au champ d'honneur. M'a évité une tentative hasardeuse de remplacer un texte incantatoire par une parodie raciste d'un langage existant. Combien de fois je dois te répéter que pour ton rituel de bannissement foireux, tu peux juste dire « s'il vous plaît » très fort. Les textes incantatoires sont rarement plus que ça. Et la plupart des entités mystiques n'ont cure de la langue utilisée. Oh, je n'ai pas fait grand-chose en vérité. Je lui ai juste parlé. Je crois que, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Elle avait juste besoin de l'accepter. Eh, t'as fait ce qu'il fallait, mon vieux. T'as bien vu que ce machin était dangereux. Oui, parce qu'on la dérangeait et attaquait. Elle ne faisait pas vraiment de mal dans son tombeau. Peut-être qu'elle n'appartenait pas à ce monde, mais elle avait le droit d'exister. Maintenant, elle doit se trouver dans un endroit vraiment horrible et froid. Je sais pas si on a bien agi. Écoute, Socrate, on ne peut pas accueillir toute la misère de l'extérieur chez nous comme ça. C'est comme se procurer du sang de vierge. C'était peut-être quelque chose que l'on pouvait faire sans se poser de questions il y a 500 ans, mais de nos jours, voilà quoi.
Ce pacte diabolique vaut-il vraiment la peine de blesser un innocent? Et que dire de nos amis véganes, ou qui préfèrent simplement utiliser des ressources kabbalistiques produites en circuit court? Tu comprends l'idée. On doit réguler un peu. Alors, je cautionne pas du tout ce discours, Aurore chérie. Et puis, pour du sang de vierge, il suffit de le remplacer par 3 centilitres de sang de souris, 5 millilitres de larmes de gémeaux et 2 œufs très frais battus très fort. Et pour les tatillons qui ne souhaitent pas user de produits d'origine animale, la tâche se complique un peu, mais il est possible de mélanger 4 centilitres de sirop d'érable, 2 centilitres de sirop de maïs, 10 grammes de tofu haché très fin, puis de mixer le tout. Aurore renifla. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Les entités de l'extérieur, c'est comme les paranthropes. Il y en a des biens, je dis pas, mais dans l'ensemble... C'est une entité qui n'a rien demandé à personne et qui paye pour l'inconséquence de quelqu'un d'autre. Maintenant, le reste de son existence va être souffrance, tout cela parce qu'on ne peut pas tolérer sa présence qui n'est pas porteuse de conséquences. Tout cela parce qu'on n'a pas pris le temps de lui donner une chance. Ça nous fait pas penser à quelque chose, à vous, la Carcis de Sarne, membre d'un groupe persécuté, de voir un être se faire rejeter à vie, sans possibilité de pardon, à cause des erreurs des autres membres de son espèce, de la cupidité, voire de la malfaisance d'autres espèces à son encontre? Aurore resta muette, plongée dans ses pensées. Oh, ça ressemblait quand même à un gros monstre dégueu, hein. Étienne passa sa main sur sa nuque, légèrement embarrassé. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce truc était dangereux, par sa nature même, son existence même. Imagine que des archéologues tombent dessus, hein? Elle l'auraient pas fait de petit câlin. On ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il n'a pas fait. Et moi non plus, je ne suis pas censé être là. Pourtant, vous avez trouvé une solution pour que je le sois. C'est pas la même échelle, mon vieux, t'es pas un gros monstre prétendument divin, on peut pas prendre de risques avec des entités comme ça. C'est pas notre boulot que de faire la charité aux phénomènes qui peuvent nous tuer. Aurore cala sa tête sur la pierre froide du mausolée. Laisse, il a un crush, ça va lui passer. Quoi? Mais pas du tout. J'ai de l'empathie. C'est pas pareil. Non, mais elle disait ça de manière un peu sarcastique, un peu provoque, tu vois, tu connais le style. Aurore se redressa et délia ses muscles et articulations endolories. Et même si je le voulais, je ne saurais pas comment faire pour la ramener. On vient d'arracher un pont singulier de l'existence, c'est pas exactement comme remplacer une moquette qu'on vient de faire cramer. Le mieux, c'est collecter notre récompense et retourner faire trempette comme si de rien n'était. En plus, ce soir, José fait un tagine. C'est vachement bon, ça. Vous pouvez faire semblant de faire comme si rien ne s'était passé. Moi, je me souviendrai d'elle. Je lui dois bien ça. Écoute, vieux, Commença Étienne avec sollicitude. Ça ira, Étienne. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais être un peu seul. tu veux que je te mette dans la boîte à gants? Je préférerais le coffre. La boîte à gants, c'est un peu étroit. Et puis tu y laisses toujours traîner tes clés. Ce n'est pas confortable. Une fois sur la route, Aurore se laissa bercer par l'immensité des dunes environnantes. Ça me fait de la peine pour lui. Ça s'est franchement pas vu. Crépuscule dormait sur la banquette arrière, en chien de fusil. Aurore lui adressa un regard en coin, vérifiant qu'elle ne faisait pas semblant de dormir, avant de lâcher. Je sais ce que ça fait de s'emballer pour quelqu'un ou quelque chose de fascinant qu'on vient tout juste de rencontrer. Je crois que c'était un peu plus profond que ça. Je crois qu'il s'est juste projeté, identifié. Et justement, si tu sais ce que ça fait, t'aurais pu être un petit peu plus gentil avec lui. Je voulais pas qu'il commence à se faire des vapofilms. Mais j'oublie qu'il est plus jeune et plus sensible que Crépuscule. Elle est là? Enfin, c'est bête comme question. Elle est toujours là, c'est ça? Elle roupille sur la banquette arrière. Le combat l'a épuisée. Tu peux partir du principe qu'elle est toujours là quelque part, assise sur une chaise à mes côtés, marchant dans mon ombre ou sur le transat à côté du mien. Elle en a pas vraiment besoin, mais elle sait que ça me fait plaisir quand elle joue avec son environnement. Étienne réfléchit quelques secondes, songeant à ses prochains mots, comme si le sujet le taraudait depuis quelque temps et qu'il ne savait pas trop comment l'aborder. C'est pas fatigant de toujours avoir quelqu'un comme ça en toi, qui voit tout, entend tout, perçoit tout? J'ai toujours eu peur d'être seule, Étienne. Elle me tient compagnie. Et puis, elle est pas si chiante que ça quand on la connaît un peu. Quand je me connais un peu. Tu l'as misée avec Satan, non? Et elle a fini au mitard en certains temps. Franchement, je serais à sa place. Je t'en voudrais pas mal. T'es sûr qu'elle est fiable? Aurore détourna le regard. Elle est parfois un peu hautaine et condescendante, mais elle m'aime. Et elle fait tout son possible pour me maintenir en vie. Bon. Un ange passa, durant lequel Étienne regarda la route en faisant une petite moue contrariée, avant qu'il ne se décide à reprendre. Cette situation est un peu inédite pour moi, mais bon. On s'en est bien sorti, une fois de plus.
Ouais, on s'en est bien sorti. C'était quand même une chouette aventure. Je profiterai du reste de nos vacances pour potasser les documents d'Ariana concernant mon Trovent. Pour son élixir féerique, je veux que tu le gardes. Et tu en fais ce que tu veux, d'accord? C'est plus à moi de te dire quoi en faire. Étienne Dodolena du chef, peu sûr de lui. Il ne savait pas vraiment ce qu'il comptait faire de cet élixir. Il n'avait pas eu l'occasion d'y réfléchir. Mais il semblait difficile de résister à l'envie de guérir d'une mort certaine. Il avait la possibilité de retrouver un avenir, un sens à la vie. Cela semblait trop beau et trop soudain pour être vrai. Et c'est quoi les petits caractères? Un remède miracle qui me guérirait d'un coup comme ça? Il y a forcément une entourloupe, pas vrai? Sinon tous les thaumaturges j'aurais guéri toutes les maladies du monde. Tu imagines le temps et les moyens qu'il faut pour réunir des racines de mandragore, une plume de phénix, une corne de licorne et le sacrifice de 100 innocents pour créer cette panacée? Étienne dévisagea brusquement sa collègue, pris de court par l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. Attends quoi? 100 personnes sont mortes pour produire ce truc? Aurore pencha la tête sur le côté, esquissant un sourire triste. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour te sauver, non? Something hides in every night, brings desire from within. With its calm, the burning light, keep us from our sin. And the four stars tries his best to make the white pearl shine. Glances of a new day have arrived. Though he's not alone, he fears to never love another and live his heart forever with her smile. Light is burning as I am burning. Habibi, light is burning as I am yearning. Something died within a soul. Let the eyes trust. Every time it is recalled, it covers all. Light is burning as I am burning. Habibi, light is burning as I am yearning. And meanwhile, a whole lot goes down. Somewhere in the darkness, us together for a